Je suis né le 6 juillet 1975, dans le quartier de South Jamaica, Queens. J'ai été élevé par une mère célibataire de 15 ans, Sabrina, qui était à l'époque une trafiquante de drogue. Après la mort de ma mère, mon père m'a abandonné, et j'ai été laissé seul pour être élevé par ma grand-mère. Perdant mes deux parents à un très jeune âge, j'ai dû trouver un moyen de faire face à la douleur que je ressentais. J'ai ainsi commencé à boxer à l'âge de 11 ans, et comme ma grand-mère avait 9 autres enfants à sa charge, j'ai passé beaucoup de temps dans la rue afin de gagner un peu d'argent, et éviter de demander à ma grand-mère quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre. Dès l'âge de 12 ans, je suis devenu un dealer et j'ai commencé à vendre de la drogue dans mon école et dans mon quartier. Vivre une vie de dealer signifiait se faire arrêter à plusieurs reprises. Même si je vendais de la drogue et gagnais un peu d'argent, je savais que si je continuais dans cette voie, je finirais par connaître le même sort que ma mère. J'ai donc décidé de faire des chansons de rap pour décrire la vie que je menais dans le quartier. J'ai décidé de me faire appeler 55, pour faire ressemblance à un voleur très connu à l'époque. Ce nom pour moi était un symbole de changement, un symbole que j'allais réussir par tous les moyens nécessaires. J'ai ainsi commencé à rapper dans le sous-sol d'un ami où j'enregistrais sur des instrumentaux. Peu de temps après, j'ai été présenté à Jam Master G de Run DMC. Il m'a appris à compter les barres, à écrire des refrains, à structurer des chansons et à enregistrer des disques. Il a même produit un album pour moi, mais malheureusement, l'album n'est jamais sorti. J'ai donc décidé de quitter G Master G et prendre les choses en main. J'ai ensuite été signé par le label Columbia, où j'ai dû prouver mes capacités de jeune rappeur. Je me souviens avoir produit 36 chansons en 2 semaines. Mais malgré mes efforts, la maison de disques n'a jamais fait la promotion de ma musique. Tout ce qu'ils ont fait, c'était de me faire traîner. Et quand vous mettez tout ce que vous avez dans un projet et que ça ne marche pas, l'insécurité s'installe, je suis devenu vulnérable et le doute a commencé à saboter mon énergie. Mes fans ne l'ont probablement pas senti mais il était là. Heureusement mon esprit combatif était plus fort que tout pessimisme qui aurait pu s'infiltrer dans mon esprit, j'avais la confiance et la patience de continuer à avancer. Pour moi, il n'y avait que 2 choix possibles. 1. Soit je retourne dans mon quartier et je chiale sur le fait que Columbia Records s'est fichu de moi. Ou 2. Faire quelque chose de constructif en attendant. J'ai choisi la voie constructive. En ce qui me concerne, Columbia Records était peut-être en train de traîner, mais j'y étais toujours affecté à leur studio, j'avais toujours accès à leur bureau, alors je me suis rendu dans chaque département et j'ai utilisé ce temps d'attente pour m'imprégner des informations dont je pourrais avoir besoin plus tard dans ma carrière. J'ai appris à concevoir des pochettes d'albums, à connaître le fonctionnement de la machine publicitaire, bref, tout ce qui pouvait m'être utile plus tard. Durant ce processus, je me suis finalement rendu compte que le label ne pouvait pas tout faire pour moi. Cela peut sembler évident mais à l'époque, tous les rappeurs attendaient toujours que le label fasse tout pour eux. J'ai réalisé que j'allais devoir me faire connaître avant que le label puisse faire jouer ma chanson ou qu'un média puisse m'obtenir des articles de magazine. J'ai compris que les labels pouvaient construire à partir d'un buzz, mais qu'ils étaient limités lorsqu'il s'agissait de le créer. Je savais que je devais trouver un moyen de me promouvoir. J'avais besoin d'un plan marketing. Un plan pour créer un buzz autour de mon nom. À l'époque, le hip-hop était dans un état de prudence à cause des morts récentes de Biggie et Tupac. Tout le monde avait peur qu'une nouvelle guerre éclate et il était devenu tabou de mentionner le nom d'un autre rappeur dans une chanson, si les gens s'en prenaient les uns aux autres, c'était de manière subtile que seul un fan pur et dur pouvait comprendre. J'ai vu une opportunité en or. J'étais nouveau, donc je faisais partie d'aucun clan de rap. Il n'y avait pas de rappeur qui avait de la valeur pour moi en tant qu'ami. Mais en tant qu'ennemi, c'était une autre histoire. Je savais que si quelqu'un avait la confiance de sortir de l'ombre et de renouer avec la tradition du hip-hop de tirer des coups directs, le buzz serait définitif. J'ai ainsi sorti le titre How to Hob, qui était une attaque contre toute l'industrie. Tout le monde était appelé par son nom. Lors de sa sortie, la musique a fait le buzz sur Hot 97 qui était la première station de radio de New York à l'époque. La plupart de ces artistes n'étaient mais pas préparés à ce que quelqu'un prononce leur nom dans la musique. Waouh, qui est ce nouveau mec? Parce qu'il dit le nom de tout le monde et se moque de tout. Certains des plus grands donc Gigi et Big Bang et Wu-Tang ont réagi à mon clash. Ce qui était exactement ce que j'espérais, j'avais besoin de quelque chose qui a de l'attention autour de moi, et Octorum m'a fait marquer immédiatement. Tout se passait comme prévu, même Nas m'a invité à le rejoindre pour une tournée. Mais peu de temps après, le clash que j'ai fait allait finalement me causer des problèmes. Le 24 mai 2000, j'ai été attaqué par un homme armé devant la maison de ma grand-mère,
dans le sud de la Jamaïque. Il m'a tiré dessus 9 fois. J'ai été blessé à la main, au bras, à la hanche, aux 2 jambes, à la poitrine et à ma joue gauche. Ma blessure au visage m'a provoqué un gonflement de la langue, la perte d'une dent de sagesse, et un léger trouble de la voix. Tout s'est passé si vite que j'ai même pas eu le temps de riposter. J'avais très peur durant tout ce temps. Après la fusillade, je suis passé par un processus de peur, et je n'étais pas à l'aise avec la peur. Le seul moment où je n'avais pas peur, c'est lorsque je cherchais activement la personne responsable. C'était le seul moyen que je connaissais pour surmonter la douleur physique. En me faisant tirer dessus 9 fois à distance rapprochée sans mourir, j'ai commencé à penser que je devais avoir un but dans ma vie. Même si la fusillade a fait dérailler tout ce que j'avais mis en place. Je n'ai jamais renoncé à mes rêves. 2 ans plus tard, j'ai sorti la mixtape Guess Who's Back qui a été donnée à Eminem. Très impressionné, Eminem m'a invité à prendre l'avion pour Los Angeles, et m'a présenté à Dr. Dre. Après avoir signé un contrat d'enregistrement d'1 million de dollars, mes rêves devenaient enfin réalité. C'était l'occasion parfaite pour moi de montrer au monde mon talent. J'ai sorti mon premier album Get Rich or Die Trying qui a débuté à la tête du Billboard 200 se vendant à 868 000 exemplaires au cours de ses 4 premiers jours. Le single In Da Club a établi un record de Billboard en devenant la chanson la plus écoutée de l'histoire de la radio en une semaine. J'ai ensuite obtenu mon propre label, D-Unite, où j'ai signé Lloyd Banks, Tony Aigreco et Young Buck comme membres de D-Unité. Et depuis cette époque, je suis maintenant reconnu comme l'un des plus grands artistes de ma génération, et maintenant, franchement mec, la vie a été belle. Je dois dire que j'ai été béni. J'ai utilisé mon image médiatique pour lancer de multiples entreprises dans divers secteurs. J'ai signé un contrat d'enregistrement avec Reebok Sky Energy, j'ai gagné 100 millions après avoir vendu mes parts dans Vitamin Waters, j'ai lancé la ligne de vêtements Juni. J'ai lancé une boisson énergétique appelée SK Energy. J'ai écrit un livre avec Robert Greene intitulé The Fist is Low, et mon entreprise la plus récente Power Television série qui détient le record du plus grand nombre de téléspectateurs pour une série originale de stars. Ainsi, quand vous me regardez, certains peuvent me qualifier d'arrogant, d'autres d'insensible, et la plupart me traitent de bully. Mais quand on vous tire dessus 9 fois, vous commencez à voir le monde différemment. La paranoïa liée à l'expérience d'être réellement blessé augmente vos sens. Les possibilités de ce que les gens peuvent vous faire, cela m'a changé. Lorsque vous êtes blessé à ce point, soit votre peur vous consume, soit vous devenez un peu insensible. Et vous commencez à aborder le problème au lieu de le fuir. Mon nom est Fisty5, et je suis le fondateur et CEO G-Uni Productions et de Power Television Show. Et ceci est mon histoire. Cher abonné, en voyant comment Fisty5 a réussi, quelle est la leçon que vous avez tirée de son histoire? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.